Et le Maroc est souverain dans sa décision, indiquée ce matin la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui a annoncé tout à l'heure le déblocage de 5 millions d'euros pour les ONG qui sont sur place. La France qui explique de nouveau se tenir à disposition du Maroc. On en parle avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisabeth. Voilà, il y a ces pays, une soixantaine au total, qui ont offert immédiatement, quasiment immédiatement leur aide. 4 seulement ont reçu ce feu vert. Et c'est vrai que la question se pose de comment s'est effectué ce choix. Alors, avant de vous répondre, quand même, juste un mot à propos de la France. Je pense que se positionner sur la question de savoir pourquoi la France n'est pas invitée, pour l'instant, c'est important. Mais si vous voulez, je ne voudrais pas qu'on risque l'indécence en se posant cette question-là par rapport au nombre de morts. La seule question qui vaille au fond, et ça va me permettre de répondre à la suite, c'est celle de l'efficacité et de l'efficience des secours par rapport à ce qu'endurent un certain nombre de Marocains. Là-dessus, arrêtons aussi les hypocrisies. C'est-à-dire qu'aussi bien du côté français, l'idée est de venir en aide aux Marocains, et c'est formidable, mais ça participe aussi d'une démarche politique. De la même manière que du côté marocain, la démarche politique consiste à renvoyer l'ascenseur à des pays, comme par exemple l'Espagne, dont le gouvernement a approuvé officiellement la thèse de la marocanité du Sahara occidental. Et vous savez que c'est un sujet tabou au Maroc. Et à partir du moment où un pays adhère à la version marocaine, du pouvoir marocain, tout va bien. Qu'aurait été le sort des sauveteurs espagnols s'il n'y avait pas eu cette décision? Peut-être différent, et c'est ça qui aurait été regrettable, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on soit victime de cette hypocrisie de part et d'autre, en disant, ben voilà, finalement, tout est pensé pour la générosité, dans l'esprit de la dignité humaine. Non, la politique a, malheureusement, qu'on le veuille ou non, elle est là. Donc, si vous voulez, le fait d'expliquer l'attente aussi du pouvoir marocain, il y a à la fois ces contingences qui tiennent à certains pays, on vient d'en parler, mais il y a aussi probablement l'idée que ce séisme est une sorte aussi, pour un pays qui se projette dans l'avenir comme étant une puissance moyenne et forte, il y a l'idée qu'il y a quelque chose d'une susceptibilité nationale, une fierté nationale un peu froissée. Rendez-vous compte, le Maroc qui se présente comme un État moderne et qui aujourd'hui fait face, alors ça ne veut pas dire que c'était qu'on pouvait le prévoir, ça veut dire simplement que quand vous voyez la différence, que vous voyez certains endroits où, alors que des normes antisismiques très fortes existent au Maroc, elles ne sont pas appliquées à certains endroits. Pourquoi ? Parce que l'État n'en a pas les moyens. Si, l'État marocain est un État fort. Il peut imposer ses lois et ses directives, d'autant qu'elles sont pertinentes et bien fondées. Donc vous voyez qu'il y a là, comment dirais-je, un sujet sensible et qui provoque d'ailleurs un sentiment de malaise dans la mesure où vous avez beaucoup aujourd'hui de personnes que nous entendons à l'antenne depuis samedi, qui parfois même ont un œil assez critique sur le pouvoir et qui là se disent « Ouh là là, c'est comme si on... » Alors évidemment, peut-être aussi avec les Français, il y a un problème, un abcès de fixation, mais c'est comme si on touchait à cette fierté-là. Et que donc, vous avez un discours qui consiste à dire aujourd'hui, parfois, vous l'entendez, certes, il y a 2000 morts, mais à part ça, tout va bien. C'est l'argument mis en avant par les autorités marocaines aussi, qui est de dire on veut éviter la cohue des ONG internationales, comme ça a pu être le cas en Turquie. On veut prendre le temps du choix, d'organiser les choses. En même temps, on entend aussi des secouristes dire, et des sinistrés dire on n'a pas le temps, on a besoin d'aide. Oui, alors sur l'organisation des secours et sur le fait qu'il peut y avoir justement une sorte de confusion si la chose n'est pas organisée. Vous avez quand même deux structures qui travaillent main dans la main depuis très longtemps, et notamment au Maghreb et donc au Maroc, c'est le Croissant Rouge et la Croix-Rouge. Et ces deux-là s'entendent très bien, savent très bien comment on organise et surtout justement éviter tout ce qui peut être doublon, tout ce qui peut être confusion, tout ce qui peut être mauvaise répartition des secours. Donc si vous voulez, là, il y a quelque chose dont il faut se servir et qui sera de nature à optimiser l'aide humanitaire. Simplement, encore une fois, si vous voulez, et c'est là peut-être que on touche quelque chose qui gêne, c'est que dans ce contexte-là, le fait que, à la fois, la raison d'État, d'une part, et la fierté nationale, d'autre part, prennent le pas sur ce qui devrait être l'efficacité, et l'efficacité y compris pour les plus pauvres, parce que c'est vrai que ce sont les pauvres qui ont
pâti le plus de ce tremblement de terre, parce que précisément les normes antisismiques n'étaient pas respectées. Donc c'est là qu'il faut avoir l'idée que cette chose-là est supérieure à la raison d'État, qu'elle est supérieure à la fierté nationale, comme elle doit être aussi supérieure aux calculs éventuels politiques de tel ou tel pays, et notamment de la France. Vous voyez que à ce niveau-là, il y en a pour tout le monde, hein, dans le terme de la critique, parce que justement, là, si vous voulez, la gravité et la primauté, le primat de l'humain, c'est quelque chose pour lequel il faut encore combattre, et c'est pas gagné. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour le décryptage. Voilà ce